Les trous noirs, deuxième partie, première. On est dans les années 1930 et on commence à se dire que d'après ce qu'on connaît, il est bien possible que certaines étoiles, quand elles meurent, se transforment en trous noirs. Il est temps de voir de quoi il s'agit. Voyez l'épisode 1 d'abord, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran ou sinon de toute façon le lien est dans la description. En juillet 1939, Hartland Snyder publie sa thèse en physique sous la direction de Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer qui, dans les années qui suivent, sera très occupé à fabriquer la bombe atomique. En appliquant la relativité générale à la structure des étoiles, ils prédisent que si une étoile est suffisamment massive, elle s'effondrera sur elle-même lorsque la fusion cessera d'opérer. Ça, pour le coup, on sait déjà. C'est en gros, la gravitation, ça pousse tout vers le centre, et la fusion thermonucléaire, ça pousse tout vers l'extérieur. C'est un genre d'équilibre, si vous voulez. Mais surtout, ce qu'ils prédisent, c'est qu'en plus de s'effondrer sur elle-même, elle se contractera sans limite dans le temps. Oui. À mesure que le rayon de l'étoile se rapproche du rayon de Schwarzschild, la lumière qu'elle émet ne pourra s'en échapper que suivant des angles de plus en plus fermés. Et alors que le rayon de l'étoile continuera de diminuer, la lumière ne pourra plus s'en échapper du tout. Soyons clairs, quand on dit que la lumière ne pourra pas s'échapper, ça veut dire qu'absolument rien pourra s'échapper, même pas la lumière. On appelle ces étoiles des astres de Schwarzschild ou encore des corps occlus. C'est plus tard qu'on appellera ça des trous noirs. La même année, en 1939 donc, Einstein publie un article dans lequel, selon lui, la fameuse singularité de Schwarzschild ne peut pas avoir de réalité physique. Parce que si la matière pouvait se concentrer sans aucune limite, les particules qui la constituent, à un moment donné, atteindraient la vitesse de la lumière. Ce qui, pour des particules qui ont une masse, n'est pas possible. C'est QFD rentre chez mémé. Juste une question. Quand on parle de singularité de Schwarzschild, on parle de quoi exactement? Parce que d'après Schwarzschild, il y en a deux des singularités. Il y a au centre de l'étoile, là où la gravitation devient infinie, et il y a aussi au niveau du rayon de Schwarzschild, là où on divise par zéro et qu'on comprend rien à ce qui se passe. Alors, au centre supposé d'un trou noir, il va se trouver ce qu'on appelle une singularité gravitationnelle. Mais le problème au niveau du rayon de Schwarzschild, c'est ça qu'on appelle la singularité de Schwarzschild, ce qui est un mauvais nom, parce que c'est pas une singularité. Ah non? Non, enfin, c'est une singularité mathématique dans la métrique qu'on a utilisée, c'est-à-dire la métrique de Schwarzschild. Mais c'est pas... Quoi? On pige rien, là. Bon. T'as déjà soulevé un truc avec ta main? Ouais. Mais tu vas où exactement avec ça, là? Mettons que tu soulèves une balle avec ta main. T'as une idée de ce qu'il raconte ou c'est que moi? Ouais. Mais vas-y, roule. Maintenant, essaye de soulever une maison avec ta main. Tu peux pas. Voilà. Il est facile de conclure qu'une maison peut pas être soulevée. Et si tu le dis autour de toi, les gens ne te prendront même pas spécialement pour un cinglé. Pourtant, c'est faux. Ah ok, c'est bon, je vois. C'est faux parce qu'une maison peut être soulevée. Elle peut juste pas être soulevée avec ta main. Voilà, donc j'ai bien conscience que cette analogie est un peu à chier, et on va pas rentrer dans le détail de pourquoi, mais il y a un peu de ça. La singularité de Schwarzschild, c'est une singularité mathématique dans la métrique de Schwarzschild. Tu te rappelles quand on a dit que le tenseur métrique, ici, de Schwarzschild, c'était un objet mathématique qui permettait de mesurer les longueurs et les angles? Ouais. Là, ce tenseur, c'est comme ta main dans l'exemple. C'est un outil qui n'est pas du tout adapté à mesurer ce qu'on essaye de mesurer. Du coup, on se retrouve avec une division par zéro et tout s'emballe. Mais avec un autre système de coordonnées, si on veut, c'est pas un système de coordonnées, mais en gros, voilà, avec un autre système de coordonnées, on pourrait calculer le machin. Ce qui fait que c'est bien une singularité mathématique, mais pas physique. Mais attention, voilà, ça veut pas dire que si d'un coup on change les coordonnées, ça y est, on comprend ce qui se passe dans un trou noir. Ok, donc juste que je résume. Le point de vue de Schwarzschild donne un résultat incompréhensible qui, d'un autre point de vue, peut être compris. Alors, très vite fait, mais c'est un peu ça. Bon, ensuite, il va y avoir d'un côté la Deuxième Guerre mondiale, et là, on va pas se mentir, ça va occuper pas mal de scientifiques autour de la question de la bombe atomique. Et par ailleurs, de toute façon, on s'intéresse beaucoup plus à la mécanique quantique à cette période-là. Il va falloir attendre la fin des années 50 pour que la relativité générale ait à nouveau le vent en poupe, notamment grâce à des nouveaux outils d'observation, mais aussi parce qu'on découvre le fond diffus cosmologique, le CMB. Et c'est seulement à partir de là que la notion de trou noir va ressurgir. Le problème avec les trous noirs, c'est que, outre le fait que mathématiquement, ok, c'est plus ou moins rigolo comme objet, de par sa nature même, un objet qui n'émet aucun rayonnement, ça va pas être chouka à observer. Einstein avait déjà prédit avec la relativité générale que la lumière pouvait être déviée par un corps massif. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, ça me rappelle une histoire, donc allez, hop, petite parenthèse. Non mais c'est bon, ça finira jamais cette histoire en fait. Einstein a tellement confiance dans cette théorie de la relativité générale qu'il va proposer un protocole expérimental pour pouvoir valider expérimentalement le fait que la lumière est déviée par un objet massif. Donc son protocole c'est quoi? Il dit à la prochaine éclipse solaire,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer la position des étoiles qui sont voisines du Soleil. Et il prédit qu'on trouvera des positions erronées. Et c'est Arthur Eddington qui s'y collera le 29 mai 1919 et trouvera précisément le décalage prédit par Einstein. Preuve que la lumière peut effectivement être déviée par un corps massif, en l'occurrence le Soleil. Et on peut encore noter un truc, c'est qu'à ce moment-là, donc on est juste après la fin de la Première Guerre mondiale, on se retrouve avec un scientifique allemand qui fait une prédiction théorique qui est validée par un scientifique britannique. Et ça, c'est beau, ça fait plaisir à tout le monde, ça fait la une des journaux dans le monde, les gens se disent, ça y est, on est enfin entré dans une ère de coopération et de paix. Donc, lol, et fin de la parenthèse. Bon, ok, là ça va, c'était une petite parenthèse. Et il y a un autre truc qu'on peut déterminer du fait que la lumière est déviée par un corps massif, c'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Le principe est le suivant. Mettons que entre une galaxie lointaine et la Terre, il y a une étoile massive. Donc la lumière qui nous vient de cette galaxie va être déviée par le champ gravitationnel de cette étoile. Et ça peut se faire sous plusieurs angles, hein. Ça peut être dévié par au-dessus, par en dessous. Ce qui fait qu'au final, on peut avoir une vision totalement déformée de cette galaxie, voire on peut même la voir apparaître plusieurs fois autour de cette étoile massive. Et cette étoile, pour le coup, fait office de lentille. On peut se retrouver à croire qu'il y a deux galaxies vachement déformées de part et d'autre d'une étoile, alors qu'en fait, c'est la même galaxie qu'on regarde. Et on y reviendra quand on parlera de cette représentation-là en particulier. Ça marche comme une lentille optique, sauf que dans une lentille optique, la réfraction qui dévie les rayons, elle est provoquée par le changement de milieu, tandis que là, c'est gravitationnel. Voilà les lentilles gravitationnelles, prévues par Einstein. Et le rapport avec ce qu'on disait? Alors, il n'y a pas de rapport direct à proprement parler, mais c'est une brique qu'on rajoute à l'édifice. Donc, je reviens à ce que je disais. À la fin des années 50, la relativité générale est à nouveau à la mode. On découvre le CMB, tout ça, voilà. Et quelques années plus tard, en 1967, Anthony Hewish et Jocelyn Bell, qui sont tous deux astronomes britanniques, sont en train d'étudier des quasars avec un radiotélescope lorsqu'ils font une découverte. Attends, les quoi? Quasars. Non, mais sérieux, mettez-y un peu du vôtre aussi, les gars. Sérieusement, quoi. Quasar, c'est la première fois qu'on prononce ce mot sur cette chaîne. Du coup, quoi, fuck me, je me le note pour plus tard? Ou on en parle maintenant? Bon, ok. Les quasars sont les objets les plus lumineux de l'espace. Ce sont des galaxies particulièrement énergétiques avec un noyau hyperactif. On a longtemps considéré que c'était une source de rayonnement astronomique quasi-stellaire, d'où leur nom de quasi-star, qui a donné quasar. Et avant qu'on en sache plus sur les trous noirs, il y avait plusieurs écoles sur quelle était leur nature exacte. Du coup, on va attendre d'avoir parlé des trous noirs pour préciser leur nature. Bon, ok. Voilà, donc Hewish et Bell étudient les quasars. Et ils font une découverte, donc. Ils découvrent un signal qui est constitué de brèves impulsions de rayonnement et qui se répète de façon aussi régulière que périodique. Il est impossible que ce signal provienne de la Terre à cause de sa périodicité, mais dans le même temps, sa régularité plaide pour un signal artificiel. Du coup, Bell et Hewish se disent qu'il est possible que ce signal ait une source vivante extraterrestre et nomment ce signal LGM-1 pour Little Green Men 1, petits hommes verts 1, comme s'il s'était agi d'un genre de balise mise en place par des aliens. Bon. Comme vous l'imaginez, la communauté scientifique à ce moment-là, elle se dit ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre explication, s'il vous plaît? Voilà. Et donc ils cherchent une autre explication et ils finissent par aboutir à l'idée que, en fait, le seul objet théorique qui serait susceptible d'émettre ce genre de rayonnement, ce serait une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Personne n'avait jamais capté un tel truc avant et personne n'avait jamais observé d'étoile à neutrons. Mais si les étoiles à neutrons existaient, eh ben, il devait bien en avoir qui étaient en rotation sur elles-mêmes. L'objet fut classé Pulsating Star pour étoile pulsante. Mais en plus court, ça fait pulsar. Voilà. Et donc, à partir de là, ça a été nomenclaturé CP1919 pour Cambridge Pulsar 1919, puis quelques années ensuite, PSR B1919 plus 21. PSR, ça veut toujours dire pulsar, et puis le reste, la 1919, machin, tout ça, c'est pour spécifier sa position dans le ciel. On en a ensuite trouvé d'autres, du coup, assez classiquement. Ah bah, une fois qu'on sait ce qu'on cherche, on trouve plus vite. Et ça a permis de confirmer les théories qu'on avait sur les étoiles à neutrons, notamment le fait qu'une supernova, quand ça devient pas un trou noir, ça devient effectivement un pulsar. Partant de là, et alors on ne sait pas trop si ça vient plutôt de John Wheeler ou de Kip Thorne, mais ça vient d'un de ces deux astrophysiciens américains. D'ailleurs, si vous vous intéressez au sujet, lisez Trou noir et distorsion du temps par Kip Thorne. C'est une merveille. Un de ces deux gars donc trouva ce nom assez inapproprié de trou noir. Et du coup, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Déjà, un trou noir, c'est pas un trou. Et en plus, c'est pas vraiment noir. En vrai, ça aurait été déjà beaucoup plus correct de parler de boule noire. Mais c'est moche. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de trou noir? Lorsqu'une étoile à neutrons est suffisamment massive, elle se contracte sur elle-même, et comme l'a théorisé Snyder, elle le fait sans s'arrêter. La déformation de l'espace-temps autour d'elle est comme un gouffre pour tout ce qui s'en approche de trop près, et dès qu'une particule franchit le rayon de Schwarzschild, qu'à partir de maintenant je vais appeler horizon des événements, eh ben peu importe sa vitesse, cette particule ne ressortira plus.
Concernant la lumière, en revanche, il ne s'agit pas tant d'une force gravitationnelle luttant contre la lumière que d'un décalage vers le rouge, qui lui est dû à la gravitation, hein, on va pas faire semblant non plus, mais un décalage vers le rouge qui serait infini. L'image qu'on s'en fait généralement est celle d'un trou tourbillonnant, comme le siphon d'un évier. Et l'image n'est pas spécialement mauvaise, dès lors qu'on se rappelle qu'un siphon ça concerne que le plan horizontal, donc en 2 dimensions, alors qu'un trou noir va déformer non seulement l'espace dans ces 3 dimensions, mais également le temps. Donc d'un certain point de vue, on peut assez prosaïquement regarder un trou noir comme étant le vestige d'une étoile particulièrement massive, ce qui en fait une boule extrêmement dense. On peut tenter de voir un trou noir comme un objet céleste comme les autres, voilà, avec ses propres caractéristiques, sauf que certaines de ces caractéristiques s'y opposent, du moins en apparence. Tout d'abord, et même si j'ai conscience que ce que je vais dire va être ultra contre-intuitif, un trou noir, c'est un objet extrêmement simple. Si vous voulez caractériser une planète, par exemple, vous avez sa taille, sa masse, la composition de son atmosphère, éventuellement de sa surface, la composition de ses sols, s'il y en a, est-ce qu'elle a une magnétosphère, la nature de sa magnétosphère. Un trou noir est défini par 3 paramètres, point. Sa masse, sa charge électrique, son moment cinétique, point, c'est tout. N'importe quelle information concernant un trou noir peut être déduite à partir de ces 3 données. Ce que John Wheeler résumera en une phrase qui est restée célèbre et qui fait un peu bizarre quand on ne sait pas trop où il veut en venir, les trous noirs n'ont pas de cheveux. Et la démonstration qui aboutit à ce résultat s'appelle le théorème de calvitie. Vas-y, mets-le ton commentaire. C'est bon, je te vois, c'est pas la peine de faire genre, vas-y, mets-le. Suite à ce message, les commentaires ont plu sans interruption pendant des jours, détrônant le top commentaire first en 7 ans d'existence de la chaîne. Pour Bruce, cela marquait le début de sa descente aux enfers. Il tenta tout d'abord de désamorcer la situation avec humour en se répondant à lui-même « Ok boomer », mais rien n'y fit. Il avait ouvert une brèche dans laquelle il allait se perdre. Cela commença par l'alcool, pour oublier, puis la dégringolade classique, cannabis, cocaïne, LSD, héroïne, tisane à la camomille, pour finir devant la télé en caleçon à binger une série du genre Premier baiser. Devant ces images, il pensait constamment à la coiffure de Christophe Rippert avec amertume en se goinfrant de Nutella. L'huile de palme, disait-il, pourquoi s'en préoccuper quand plus rien n'a de sens? Il ferme définitivement sa chaîne le 16 septembre 2020, à la date anniversaire de sa chaîne, et la dernière trace qu'il a laissée avant de disparaître est une cover de la chanson Les Divas du Dancing, qu'il renomme pour l'occasion Les Divans du Living, comme dernière tentative de satire mobilière. Dire qu'un trou noir n'a pas de cheveux, ça veut dire qu'il n'a pas d'aspérité. Il n'y a pas un poil qui pousse quelque part dans un coin sans qu'on l'ait vu. Quand on dit qu'on sait absolument tout d'un trou noir à partir uniquement de ces 3 paramètres, c'est pas une façon de parler, c'est pas une image. On dit pas qu'on connaît bien un trou noir avec ces 3 paramètres. On dit qu'avec ces 3 paramètres, et uniquement ces 3 paramètres, on connaît absolument tout d'un trou noir. Sauf ce qui se passe dedans, non? Bon, ok, presque tout. Mais surtout, comme il n'y a que 3 paramètres qui caractérisent un trou noir, donc sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique, eh ben ça signifie qu'il ne peut exister que 4 types de trous noirs distincts. Un trou noir a une masse. Ça, c'est un fait, c'est tout. Voilà. Donc à partir de là, il peut être électriquement neutre ou pas, et il peut avoir un moment cinétique ou pas. Ça nous fait 4 catégories de trous noirs, pas plus. Voilà. Et chaque catégorie a un petit nom. Les trous noirs de Schwarzschild sont les trous noirs dont la charge électrique est nulle, ils sont neutres et qui n'ont aucun moment cinétique. Ce sont ces trous noirs-là que décrivait Schwarzschild quand il a fourni sa solution aux équations de la relativité générale. Ensuite, il y a les trous noirs de Reissner-Nordström, qui n'ont toujours pas de moment cinétique, mais eux, en revanche, ils ont une charge électrique. Donc ils sont intéressants, mais que mathématiquement. Parce que vraisemblablement, ils n'existent, si toutefois ils existent, ils n'existent que très brièvement. On imagine assez facilement que si un trou noir est chargé électriquement, mettons positivement, il va rapidement absorber des charges négatives jusqu'à devenir électriquement neutre. Après, il y a les trous noirs de Kerr, du nom du mathématicien néo-zélandais Roy Kerr, qui en 1963 trouve une nouvelle solution aux équations d'Einstein. Et cette solution décrit un trou noir en rotation avec un moment cinétique, et qui entraîne dans son mouvement l'espace et le temps avec lui. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un trou noir se met à tourner, je vous répondrai, il se met pas à tourner. Il tourne parce que l'étoile dont il est issu tournait, et que son moment cinétique est conservé. Ce type de trou noir est particulièrement intéressant, parce qu'il permet de montrer de quelle façon un trou noir absorbe la matière-énergie avoisinante. Les théories sur la formation des trous noirs prédisent que la matière est absorbée par l'intermédiaire d'un disque d'accrétion, dans lequel la matière tourne continuellement dans le même sens. On va être clair, dans le ciel, on s'attend à observer uniquement ce type de trou noir, ou alors un trou noir presque de Schwarzschild, c'est-à-dire électriquement neutre
et quasiment sans rotation. Et enfin, le dernier type de trou noir, les trous noirs de Kerr-Newman, qui sont à la fois chargés électriquement et en rotation. Et on va pas se mentir, ceux-là, on ne compte pas en trouver spécialement dans le ciel. Cela dit, ce que nous dit la théorie à ce sujet, c'est que tant qu'il y aurait de la charge électrique et du fait de sa rotation, ce trou noir se comporterait comme un aimant. Prenons maintenant quelques minutes pour détailler le truc le plus connu, et donc le plus mal connu des trous noirs, l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est la limite au-delà de laquelle tout change. Et il ne faut pas le voir comme la surface du trou noir, même si on se le représente souvent ainsi. En soi, l'horizon des événements ne se situe pas à une supposée surface d'un objet physique qui s'appelle trou noir. C'est pas comme la surface du Soleil ou la surface de la Terre. L'horizon des événements, il faut voir ça comme un point de non-retour. C'est la limite à ne pas franchir si on veut une chance de pouvoir revenir. Imaginez deux vaisseaux spatiaux qui s'envoient l'un l'autre un signal toutes les secondes, indépendamment l'un de l'autre, et vous les placez à côté d'un trou noir, à bonne distance, mais à côté d'un trou noir. Cela dit, il y a un des vaisseaux que vous allez gentiment pousser vers le trou noir. Pour fixer les esprits, on va dire que les commandants de ces vaisseaux sont respectivement Rocketman et Starman. Donc Elton John et David Bowie. Celui qui reste à bonne distance, c'est Elton John. Celui qui s'approche du trou noir, c'est David Bowie. Alors que Bowie approche de l'horizon des événements, les signaux qu'il émet sont de plus en plus décalés vers le rouge, tandis que ceux qui reçoit d'Elton John sont de plus en plus décalés vers le bleu. En outre, la relativité générale nous raconte que la gravitation est telle qu'elle provoque une dilatation du temps à mesure qu'on s'approche du trou noir. Ce qui fait que David Bowie va percevoir les signaux émis par Elton John non seulement de plus en plus rapidement, mais ces signaux vont être de plus en plus énergétiques et avec une fréquence de plus en plus élevée. C'est le décalage vers le bleu. Mais dans le même temps, Elton John doit attendre de plus en plus de temps entre chaque signal émis par David Bowie, et chacun de ces signaux est de plus en plus faible et de plus en plus basse fréquence. C'est le décalage vers le rouge. Si besoin était, je me permets quand même de rappeler que David Bowie, de son côté, il entend son propre signal tout à fait normalement, et que Elton John, de son côté, entend son propre signal tout à fait normalement. C'est pour ça que ça s'appelle la relativité. Et alors que Elton John, par le hublot, observera le vaisseau de David Bowie s'approcher de l'horizon des événements, ce qu'il verra, c'est ce vaisseau, il le verra ralentir de plus en plus jusqu'à se figer complètement et finir par disparaître en s'estompant. Mais pour David Bowie, en revanche, si on laisse de côté les histoires de force de marée, dont on va parler après, parce qu'il ne faut pas les laisser de côté, voilà. Mais si on les met de côté pour l'instant, c'est un passage qui va se faire à peu près normalement. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'à mesure qu'il s'approche de l'horizon des événements, il va voir Elton John vieillir de plus en plus vite, puis il va voir les étoiles naître et mourir en quelques minutes, puis en quelques secondes, et enfin, il verra tout le reste de l'histoire de l'univers se déployer sous ses yeux avant de passer de l'autre côté de l'horizon des événements. C'est pour ça que ça s'appelle horizon des événements, ça c'est bien trouvé. Parce qu'il est impossible d'observer quoi que ce soit qui se passe de l'autre côté. On ne peut pas observer un événement au-delà, donc c'est bien l'horizon des événements. Et pour comprendre ce qui se passe après, là il va falloir distinguer deux types de trous noirs résolument différents. Jusqu'à présent, on a parlé des trous noirs qui sont nés de la mort d'une étoile assez massive. Mais il existe deux autres types de trous noirs a priori. Ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux et les trous noirs supermassifs. Alors, les trous noirs primordiaux, ça va aller vite, vous allez voir. Juste après le Big Bang, quelques secondes après le supposé temps zéro, il est possible que quelque part dans l'univers, des trous noirs se soient formés dans des zones particulièrement denses. Là, il ne s'agit pas de trous noirs qui sont formés par effondrement d'une étoile, mais bien à cause de la densité de matière qui était plus grande par endroit. À cette période, la température et la pression sont si élevées qu'une simple fluctuation, même infime, de densité, ce qu'on appelle une anisotropie. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Aurait permis un effondrement gravitationnel brutal. Et en toute logique, si l'univers ensuite s'est étendu pour devenir l'univers qu'on connaît, ces trous noirs, ils devraient toujours être là. Et on dépense une énergie intellectuelle et pratique assez conséquente pour essayer de les trouver. Mais jusqu'à maintenant, on fait chou blanc. Pas mal. Chou blanc, trou noir, pas mal. L'autre type de trou noir, pour le coup, il est vraiment plus intéressant, parce qu'on en a déjà trouvé, c'est les trous noirs supermassifs. Et comme leur nom l'indique, les trous noirs supermassifs sont vraiment supermassifs. Je rappelle quand même qu'il faut déjà être sacrément massif pour devenir un trou noir stellaire. Et donc là, on parle un peu des super saiyans des trous noirs. Là, on est sur du très très massif. Là où les trous noirs stellaires ont la masse de plusieurs dizaines de soleils, les trous noirs supermassifs ont une masse allant de plusieurs millions à plusieurs milliards de soleils. Et il existe aujourd'hui un consensus scientifique pour dire qu'on devrait en trouver un au cœur de toutes les grosses galaxies. Et notamment au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, on trouve une source intense d'ondes radio qui s'appelle Sagittarius A étoile. Voilà, et pour la petite histoire, au niveau du nom, Sagittarius, c'est parce qu'on est dans la constellation du Sagittaire. Sagittarius A, c'est parce qu'on est dans la région A de la constellation du Sagittaire, parce que les régions sont définies comme ça, sont décrites avec des lettres. Okay. Et enfin, l'astérisque, qu'on utilise en physique atomique pour dire qu'un atome est excité. Tout ça, c'est pour dire que Sagittarius A étoile
on est dans la partie excitée de la région A de la constellation du Sagittaire. Dans les années 90, les scientifiques se disent « Ouais, ok, il est totalement plausible qu'au cœur de chaque grosse galaxie, il y a un trou noir supermassif, mais la question reste la même. Comment est-ce qu'on fait pour observer un truc qui n'émet rien ?» Déjà, on part du principe qu'il y a un trou noir supermassif dans notre galaxie, hein, pour commencer. Et ensuite, on se rappelle d'un truc qu'un révérend avait balancé un peu à l'arrache entre la poire et le fromage 200 ans plus tôt. Rappelez-vous de John Mitchell. On en avait parlé dans le dernier épisode. Ouais, j'avais même dit à l'époque, j'y reviendrai, mais putain c'est la classe. J'y reviendrai, mais putain c'est la classe. Le gars avait dit, cependant, si des corps visibles orbitaient autour d'eux, autour de ces objets massifs, hein, donc, nous pourrions peut-être, à partir de leur mouvement, déduire la présence d'un corps central avec un certain niveau de probabilité. C'est bon, ça vous revient? Et le gars avait lâché ça en 1783, hein, je rappelle. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire, voilà. Comme on sait qu'il y a beaucoup d'étoiles qui orbitent autour du centre de notre galaxie, et proche du centre, hein, évidemment, parce que sinon, toutes les étoiles de la galaxie orbitent autour du centre de la galaxie, y compris le Soleil. Ça n'aide pas. On a décidé d'observer sur plusieurs années les déplacements des étoiles qui sont vraiment le plus proches du centre de notre galaxie, afin de déterminer si elles semblent orbiter autour d'un truc supermassif, mais qu'on voit pas. Par ailleurs, grâce aux lois de Kepler, qui datent de Kepler, hein, donc 16e, début 17e siècle, YOLO quoi. Grâce à ces lois, on sait, à partir d'une orbite et de la masse de l'objet en orbite, déterminer la position et la masse de l'objet autour duquel ça orbite. Et on a trouvé, ouais, au centre de notre galaxie, on a trouvé la position d'un machin qui doit bien avoir 4 millions de fois la masse du Soleil, mais qu'on voit pas. Et ce machin, qui est donc un trou noir supermassif qu'on appelle Sagittarius A étoile, ce trou noir a un rayon d'environ 10 millions de kilomètres. Alors ça peut vous sembler grand, surtout pour un trou noir, hein, mais je me permets d'abord de vous rappeler que le diamètre du Soleil, c'est environ 700 000 km. Du coup, ça veut dire que ce trou noir supermassif, qui pèse environ 4 millions de soleils, il est que 30 fois plus grand que le Soleil. Vous le sentez du coup là, qu'il n'est pas si grand que ça finalement? À notre connaissance actuelle, il n'existe absolument rien dans l'univers qui soit à la fois aussi massif et aussi petit qu'un trou noir supermassif. Et il faut noter une différence fondamentale entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Vous vous rappelez que dans la solution de Schwarzschild aux équations d'Einstein, on avait une fraction qui faisait intervenir la masse et le rayon, en l'occurrence c'était de l'étoile. C'est à partir de cette fraction qu'on avait trouvé le rayon de Schwarzschild. La division par zéro, tout ça. CF l'épisode précédent. Le rayon de Schwarzschild est défini à partir de la masse de l'étoile concernée, et ce rayon augmente avec la masse. Plus le trou noir est lourd, plus le rayon de Schwarzschild est grand. Par ailleurs, la densité d'un trou noir décroît selon le carré de la masse. Donc plus un trou noir est massif, plus sa densité devient rapidement faible. Ce qui fait qu'un trou noir supermassif peut avoir une densité moyenne incroyablement faible, et plus le trou noir sera grand, plus sa densité sera faible, y compris si sa masse augmente continuellement. Et dans le même temps, sa singularité physique, sa singularité gravitationnelle, le centre de ce trou noir, se trouve beaucoup plus loin de l'horizon des événements que pour un trou noir stellaire. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on parle de la marée. Oui, parce qu'on a dit qu'on en parlait, puis là, je sens qu'on est un peu en train de quitter le sujet quand même. Non, ok, parlons de la force des marées. Donc, reprenons nos histoires de vaisseaux spatiaux et concentrons-nous vraiment sur le vaisseau de David Bowie, celui qui s'approche du trou noir. Vous savez, par exemple, que sur Terre, plus on s'éloigne du sol, moins la gravitation est forte. Mais ces variations restent, somme toute, négligeables au regard des altitudes qu'on se permet. Par exemple, si j'habite au 10e étage d'un immeuble, la gravitation y est moins forte qu'au rez-de-chaussée. Mais la différence est absolument négligeable. Mais à l'approche d'un trou noir stellaire, mais les variations de la gravitation sont beaucoup plus fortes. Si bien que, quand on est suffisamment proche du trou noir, David Bowie, pour peu qu'il se présente la tête la première, sa tête est beaucoup plus fortement attirée par le trou noir que ses pieds. Et son corps s'en retrouvera complètement disloqué. C'est ce qu'on appelle la spaghettification. Ce qui est un mot assez joli pour dire que, voilà, on s'étire. Voilà. Non, on s'étire pas. On se déchire, on se disloque d'absolument partout. C'est hyper gore en fait. Et oui, de partout, hein, pas juste au milieu. Parce que oui, ok, la tête est plus fortement attirée que les pieds. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que le front est plus fortement attiré que le nez, qui est plus fortement attiré que le menton, qui est plus fortement attiré que la poitrine, qui est plus fortement attiré que le... Mais si on reprend maintenant notre petite histoire de David Bowie qui s'approche d'un trou noir, mais cette fois-ci pas d'un trou noir stellaire, mais d'un trou noir supermassif, alors là, à mesure qu'il approche de l'horizon des événements, il est encore très loin du centre du trou noir. Si bien que David Bowie traversera l'horizon des événements sans même s'en rendre compte. Parce que cette force gravitationnelle, cette force des marées, elle ne vient pas de l'horizon du trou noir, elle vient de sa singularité gravitationnelle, au centre du trou noir. Et alors, qu'est-ce qui se produit aux abords de cette singularité gravitationnelle, pour le coup? On ne sait pas. On va essayer de décrire un petit peu, mais s'il y a une chose à retenir sur le cœur d'un trou noir, c'est qu'on ne sait pas décrire ce qui s'y passe. Formellement, une singularité gravitationnelle,
C'est une région de l'espace-temps au voisinage de laquelle les quantités qui décrivent le champ gravitationnel deviennent infinies. Et bien que son existence même découle directement des équations de la relativité générale, ces dernières ne permettent pas de décrire une telle région. Les limites de la relativité générale sur la question sont les suivantes. La déformation de l'espace-temps grandit tellement que les lignes d'espace-temps, si on les représente, finissent par se rejoindre en un seul point, si le trou noir n'est pas en rotation. S'il est en rotation, ça se boucle en anneau. Et ce point, ou cet anneau, on ne peut strictement rien en savoir. Rappelez-vous, le Big Bang semble émaner d'une singularité de ce genre. Et je dis bien « semble » parce que, rappelez-vous, on est limité par le mur de Planck. On en avait parlé dans les épisodes sur le Big Bang. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que la période supposée qui précède le mur de Planck, on l'appelle ère de Planck. On lui avait vraiment fait un kiff à Planck. Et je rappelle que durant cette supposée ère de Planck, les 4 interactions fondamentales de l'univers étaient unifiées et indistinctes. Et même ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a cette idée-là que la gravitation, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires fortes et faibles étaient tellement entremêlées qu'on ne pouvait pas les distinguer. Mais allez comprendre ce que ça signifie, on ne sait pas. Bref, lorsqu'on cherche à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, on se heurte à notre manque de connaissances, et ça pose des problèmes qu'un certain Stephen Hawking a furieusement envie de résoudre. Du coup, je lance la musique de la preuve par vieux, ou on va faire un vrai la preuve par vieux sur lui. Parce que les gens sont chauds, là. C'est vrai que pour le coup, lui, ça fait longtemps qu'on nous le demande. Le truc, c'est qu'il y a plein de choses à raconter sur Stephen Hawking à propos des trous noirs, donc ça a totalement sa place dans cet épisode. Mais dans le même temps, Stephen Hawking, comment dire Si, c'est bon, je sais, ok. Vas-y, lance la musique de la preuve par vieux. Je vais me démerder, c'est bon. Les gens vont râler, mais je vais me démerder. À propos de quoi les gens vont râler? Le truc, c'est que les gens aiment bien Stephen Hawking. Et je comprends pourquoi. Sauf que en vrai, il avait pas l'air très sympa comme gars. Au moins au début de sa vie. Ouais, mais bon, je vais pas focaliser là-dessus. Je vais parler des Simpsons, ça va bien se passer, ça va passer tout ça. Oui, et puis de toute façon, si les gens sont pas d'accord, ils peuvent toujours laisser un commentaire. Ouais, ou lâcher un pouce rouge. Mais t'es con, quoi. Quoi, c'est pas ça qu'on fait? Mais absolument pas! On avance là parce que sinon on n'est pas rendu. Mais je suis désolé, je pensais juste. Avant de devenir un membre permanent du casting des Simpsons et de Big Bang Theory, Stephen Hawking est un physicien et un cosmologiste britannique. Et pas un petit. Et oui, il est notamment célèbre auprès du grand public parce qu'il se déplaçait en fauteuil roulant et qu'il communiquait via une interface qu'il contrôlait avec son regard. Et oui, il est connu du grand public pour ses remarquables ouvrages de vulgarisation, le plus célèbre étant sans aucun doute sa brève histoire du temps. Stephen Hawking est un vrai spécialiste des trous noirs, il va faire des vraies découvertes sur les trous noirs. Et ce, malgré une condescendance et un mépris des avis divergents que tout le monde déplore, y compris son directeur de thèse, Denis Kama. Ouais, quand même. Mais que Stephen Hawking va gommer avec le temps. Mais c'est pas juste des ragots, là, on va voir. Dans les années 60, Stephen Hawking prépare son doctorat et montre que la relativité générale d'Einstein implique que l'espace-temps a un début, donc le Big Bang, mais également une fin, les trous noirs. Oula, alors il faut vite préciser un peu parce que dit comme ça, on pourrait mal comprendre. T'inquiète, il y a plein de gens qui comprennent mal ce truc. Et du coup, voilà ce que ça raconte. Je rappelle que personne ne peut prétendre que le Big Bang est l'origine de l'univers, pas plus Hawking qu'un autre. Mais ce que montre Hawking, c'est que conformément à la relativité générale, il n'y a pas de sens à parler d'espace-temps à l'approche d'une singularité, que ce soit dans le passé pour le Big Bang ou dans le présent et le futur pour les trous noirs. C'est en ça que lui, il parle de début et de fin. Mais si vous préférez parler de limite, c'est égal. Il découvre qu'il est capable de mesurer la dimension des singularités grâce à la mécanique quantique, chose dont on était totalement incapable avec la relativité générale. Et en 1971, il réalise que l'horizon des événements ne peut pas être réduit, puisqu'un trou noir ne fait qu'absorber de la matière. Il ne peut qu'absorber, donc il ne peut que rester comme il est, ou grossir. Il ne peut pas diminuer. Il y voit d'ailleurs une analogie avec la seconde loi de la thermodynamique, concernant l'entropie, qui dit que dans un système isolé, l'entropie ne peut que grandir. Entropie. Mais il a un collègue, Jacob Bekenstein, pour qui c'est plus qu'une analogie, pour qui l'horizon des événements est la représentation de la mesure de l'entropie d'un trou noir. Et Stephen Hawking trouve ça ridicule. On va pas plus rentrer que ça dans le détail, mais pourquoi est-ce que c'est ridicule? Parce que si un trou noir a une entropie, alors il a une température. S'il a une température, il émet un rayonnement. Or, un trou noir n'émet rien. Donc il n'a pas de température, donc pas d'entropie, donc voilà, c'est ridicule. Sauf que par acquis de conscience, Stephen Hawking va faire les calculs et qu'il va se rendre compte qu'un trou noir, ça peut carrément émettre un rayonnement constant. Et cette anecdote-là de comment il en vient à cette découverte, on peut la lire dans son ouvrage Trou noir et bébé univers. Dans les premières éditions seulement, Dans les éditions suivantes, il a viré l'anecdote et puis il a juste laissé entendre que voilà, Bekenstein lui avait fait une suggestion cruciale. Et puis c'est tout. Et puis voilà, et puis on a complètement oublié ensuite les travaux de Bekenstein sur le sujet. D'ailleurs, Sciama, le directeur de thèse d'Hawking, parlera de son ton méprisant face au travail de Bekenstein. Et c'est dommage parce que là, c'est crucial. Un rayonnement qui est émis par un trou noir, ça change radicalement l'idée qu'on se fait des trous noirs jusque-là.
Et ça permet peut-être même de résoudre un problème de taille concernant l'information. Et là, on parle du rayonnement des trous noirs? Oui. Ça va pas être un peu technique? Un peu. Ça te fait peur? Non. Ouais, non. Ça va, hein? Du fait qu'un trou noir rayonne de façon certes faible, mais constante, ça veut dire qu'il perd de la masse. Et que donc il est voué à terme à s'évaporer totalement. Oui, parce qu'un trou noir rayonnerait comme un corps noir, ce qui a par ailleurs donné naissance à une nouvelle branche de la physique qui s'appelle la thermodynamique des trous noirs. Mais comment est-ce qu'un tel rayonnement est possible alors que sur le papier, il n'y a rien qui peut s'échapper d'un trou noir? Et c'est là que la mécanique quantique va nous venir en aide. Tiens, toi, tu peux tout de suite noter les trucs dont il faudra qu'on parle sur la chaîne. Effet Casimir, mousse quantique, moment cinétique de l'électron. Bon, on va faire simple. Le vide, c'est pas vraiment vide. À l'échelle des particules, il se passe un truc chaotique qui fait qu'il y a constamment des trucs qui apparaissent et qui disparaissent. Précisément des paires de particules et antiparticules. À cette échelle, le vide, c'est un endroit vraiment inhospitalier. Et dès qu'il y a une particule et une antiparticule qui apparaissent, quasi instantanément, elles se rejoignent, s'annihilent et disparaissent. Et là où ça nous intéresse, c'est que ce machin apparaît partout où il y a du vide, y compris pile à la frontière de l'horizon des événements. Ce qui fait que régulièrement et continuellement, de part et d'autre de l'horizon des événements, il y a une particule et une antiparticule qui apparaissent, sauf qu'il y en a une qui apparaît à l'extérieur de l'horizon des événements et l'autre qui apparaît à l'intérieur de l'horizon des événements. Et la force des marées est telle que celle qui a popé à l'intérieur se retrouve immédiatement dirigée vers le centre du trou noir avant même d'avoir pu s'annihiler avec l'autre. Du coup, on a une particule qui tombe dans le trou noir et l'autre qui s'en échappe. Et là, logiquement, vous allez me dire un truc qui est juste du bon sens. Attends une minute là, mais du coup, le trou noir, il s'évapore pas du tout. Ce qui est émis du trou noir, c'est une particule qui était hors du trou noir. Et le trou noir même, il a gagné une particule. C'est normal de voir les choses ainsi, et je suis désolé, mais il va falloir schématiser un petit peu. Pour un observateur qui est à l'extérieur du trou noir, mettons pour Elton John par exemple, voilà. Lui, il voit une particule qui s'échappe du trou noir, cette particule a une énergie qu'on va appeler l'énergie positive. Et par voie de conséquence, sa partenaire qui est tombée dans le trou noir va avoir une énergie négative. Et quand elle est absorbée par le trou noir, en fait, elle va faire baisser l'énergie globale du trou noir. Et non, je vois que vous êtes en train de gueuler. Ça va, c'est normal. De l'autre côté, reconnais que c'est confus, là. On se met à parler d'énergie négative. Ok, alors, faisons la chose suivante. On dit qu'on est conscient du fait qu'on parle de particules, d'antiparticules, de mécanique quantique, tout ça, voilà. On dit qu'on comprend bien que c'est des choses qui sont très très complexes à comprendre, que c'est pas avec une vidéo YouTube qu'on va les saisir. Et pour l'instant, on accepte simplement l'idée que, voilà, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on peut déduire du rayonnement de Hawking, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est que plus le trou noir est massif, plus ce rayonnement est faible. Donc, au début, le trou noir va d'abord émettre des particules qui n'ont pas de masse, des photons, et à mesure que le trou noir diminue, il va se mettre à émettre de plus en plus rapidement des particules de plus en plus massives. Et du coup, il perd d'autant plus vite de masse énergie et rayonne d'autant plus vite de particules de plus en plus massives, etc., jusqu'à atteindre la masse de Planck. Et alors là, pour le coup, la masse de Planck, c'est pas tout à fait le même ordre d'échelle que les autres unités de Planck qui sont ridiculement petites. La masse de Planck, c'est 21 microgrammes environ. C'est la masse d'un tout petit grain de sable. Mais bon, un trou noir de la masse d'un grain de sable, à son échelle, ça fait peu. Bon, concernant les trous noirs supermassifs, le rayonnement théorique est si faible qu'on n'est même pas en mesure de le mesurer. Et à vrai dire, c'est un peu la même pour les trous noirs stellaires. Et c'est là qu'on se rappelle qu'il existe peut-être des trous noirs primordiaux. Vous savez, ceux qui datent de juste après le Big Bang. Mais parce que ces trous noirs peuvent bien aujourd'hui être très légers et avoir un rayonnement super conséquent du coup. En gros, on recherche des trous noirs microscopiques. Inutile de vous dire que c'est chaud. Non mais c'est tellement chaud. Déjà, je veux dire, si on arrivait à observer ces trous noirs, ça permettrait à minima de prouver que ces trous noirs existent. Déjà. Ou alors, il est peut-être possible d'utiliser des accélérateurs de particules pour ça. Théoriquement, des accélérateurs de particules comme le LHC permettent de créer des trous noirs microscopiques qui s'évaporeraient presque instantanément, mais dont on serait capable de mesurer le rayonnement résiduel au moment de leur disparition. Ça reste quand même très théorique pour l'instant, donc à suivre. Mais toujours est-il que ce rayonnement est considéré comme la plus grande découverte de Hawking. Même si on l'appelle encore parfois le rayonnement de Bekenstein-Hawking. Ce troll. Parlons maintenant d'un truc qu'on a un petit peu évoqué rapidement plus haut, à savoir le problème de taille concernant l'information. Et du coup, on en a fini avec Hawking ou pas? Non. Lorsqu'une information tombe dans un trou noir, il est admis que cette information est définitivement perdue pour notre univers. C'est directement lié au théorème de la calvitie. Vous vous rappelez, les trous noirs n'ont pas de cheveux. C'est-à-dire que si je peux absolument tout savoir d'un trou noir en connaissant sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique, ça veut dire qu'une information qui serait tombée dedans, elle est perdue pour toujours. En gros, par exemple, il est absolument impossible de savoir si un trou noir a absorbé de l'azote, de l'oxygène, du carbone ou un Deluxe.
En outre, le rayonnement d'Hawking ne permet pas de retrouver cette information, car la seule contrainte qui repose sur ce rayonnement, c'est sa longueur d'onde. Roger Penrose, mathématicien et physicien américain, qui est connu du grand public pour ce triangle, qui s'appelle le triangle de Penrose, et Roger Penrose dira qu'un trou noir est une censure cosmique. Mais en 1997, Stephen Hawking, Kip Thorne et John Preskill font un pari. Ah, là, j'ai une anecdote. Je peux? En fait, Thorne et Hawking ont déjà fait un pari auparavant, en 1975, sur l'existence des trous noirs. Thorne prédit qu'ils existent, et Hawking qu'ils n'existent pas. Attends, Hawking a parié que les trous noirs n'existaient pas? Ouais, je sais. Si Hawking gagnait, Thorne devait lui offrir 1 an d'abonnement au magazine Private Eye, qui est un magazine britannique d'information. Et si Thorne gagnait, Hawking devait lui offrir un abonnement d'1 an au magazine Penthouse, qui est un magazine de cul. Ouais, voilà. Alors, ça peut sembler curieux, mais... Ah, les années 70. Bon les trous noirs n'existent pas, mais au moins je peux voir des gonzesses à poil. Et donc, évidemment, Hawking a fini par reconnaître la victoire de Thorne, lui a offert 1 an d'abonnement au magazine Penthouse, ce qui, paraît-il, a bien fait chier sa femme. Cool, mais on est d'accord que ça servait strictement à rien pour ce qu'on raconte, si? Alors, on est d'accord, mais seulement si on est également d'accord sur le fait que les gens se rappelleront probablement plus facilement de cette anecdote que de certains points techniques un peu chiants. Donc, en 1997, ils font un nouveau pari, avec John Preskill en plus, c'est un physicien américain. L'objet du pari, le voici. Kip Thorne et Stephen Hawking considèrent que rien ne peut s'échapper d'un trou noir, et que seule de la matière nouvelle peut être rayonnée depuis l'extérieur de l'horizon des événements. Et que donc tout ce qui se trouve dans un trou noir est définitivement perdu pour notre univers. Et que la mécanique quantique est incomplète. Un truc avec des micro-causalités. On va vraiment pas rentrer dans ce genre de détails. Preskill, quant à lui, considère que l'information qui est émise par un trou noir ne peut être que de la matière préalablement absorbée par celui-ci. Et que donc, la mécanique quantique est bien complète, mais que c'est la relativité générale qui est incomplète. Le ou les gagnants du pari recevront l'encyclopédie de leur choix. En 2004, Stephen Hawking présente une nouvelle théorie des trous noirs qui rentre en contradiction avec ses précédentes théories. Il pensait à l'origine que rien ne pouvait s'échapper d'un trou noir et que l'information qui y était perdue passait via la singularité gravitationnelle dans un bébé univers. Mais il se ravise. Il pense désormais que tout ce qui a été absorbé par un trou noir finit tôt ou tard par être régurgité par ce trou noir, que donc l'information n'est pas perdue, il reconnaît sa défaite et il offre une encyclopédie du baseball à John Preskill. Et là, il fait une bonne blague de cosmologiste, hein. Il dit qu'en fait, plutôt que lui offrir l'encyclopédie, il aurait dû la brûler et lui offrir les cendres. Parce que techniquement, ce serait toujours la même encyclopédie. Lol. Mais Kip Thorne, lui, n'est pas convaincu par les démonstrations de Hawking. D'ailleurs, il n'est pas tout seul à pas être convaincu. Mais du coup, il refuse de reconnaître sa défaite. Mais il y a un gars qui est d'accord avec Hawking, et ce gars, c'est Leonard Susskind. Alors, Leonard Susskind est un physicien américain qui a beaucoup travaillé sur la théorie des cordes, dont on va absolument pas parler maintenant. Mais en plus de ça, il a beaucoup travaillé également sur l'entropie des trous noirs et sur la question de l'information des trous noirs. Et son idée est la suivante. Et elle est géniale. Un peu complexe, mais géniale. Puisque n'importe quelle région sphérique de l'espace, si elle est suffisamment dense en matière, s'effondrera en trou noir, et puisque par ailleurs les trous noirs sont des objets à entropie maximale, alors n'importe quelle région sphérique de l'espace ne peut pas avoir d'entropie plus grande que l'entropie d'un trou noir qui occuperait exactement cet espace. Là, on parle de l'horizon des événements pour délimiter la région. Hein. Pour le dire simplement, mettons que j'ai à ma disposition la matière la plus lourde de l'univers, sous forme liquide, voilà, et que j'ai un volume et que je dis dans ce volume, je peux caler pile 2 tonnes de cette matière. Et bien ce que ça veut dire, c'est que dans ce volume, on ne pourra jamais mettre plus que 2 tonnes de matière. Et bien là, c'est pareil, mais avec de l'entropie. Et là, il enchaîne, et je vous préviens, ça va être un tout petit peu raide. Si l'entropie peut être considérée comme une mesure de l'information, ça veut dire que cette information peut être mesurée. Et si cette information est proportionnelle à la surface occupée par une région, ça veut dire que toute l'information contenue dans cette région peut être mesurée à sa surface. Un peu comme un hologramme. Oula, quoi? Ouais, là on fait 2 secondes sur les hologrammes parce que sinon on va perdre du monde. Personne ne panique, on va expliquer. Bon, juste 2-3 mots sur les hologrammes. Les hologrammes, on a l'habitude d'en voir, hein, dans les films, dans les séries, dans les meetings politiques aussi apparemment, voilà. Et tout ça c'est très joli, sauf que ce qu'on voit là, ce ne sont pas des hologrammes. Un hologramme qu'on peut voir, c'est une image en 2 dimensions, sur une plaque de verre par exemple, qui contient les informations d'un objet en 3 dimensions. C'est ce qui permet justement, quand on change d'angle de vue, de voir différents angles. Donc en quelque sorte, si vous voulez, un hologramme, c'est une représentation sur une surface
de toute l'information contenue dans un volume. Que faut-il comprendre de ce que raconte Susskind? Selon lui, toutes les informations qui sont contenues dans un trou noir sont également contenues, ou au moins sont représentées, sur la surface de son horizon des événements. Ça a l'air con comme ça, puisque ça fait des plombes qu'on explique que sur l'horizon des événements, il n'y a strictement rien à voir, mais c'est bien de ça dont il parle. À partir de là, alors il y a deux écoles et on ne sait pas encore qui a raison. Il y a l'école dite holographique forte, qui considère que toute l'information absorbée par un trou noir se trouve à la surface de son horizon des événements, mais qui dans le même temps considère que cette information se trouve également à l'intérieur du trou noir, par-delà l'horizon des événements. Un peu comme un hologramme est une représentation d'un objet qui peut être réel par ailleurs. Et la deuxième école, assez logiquement, c'est l'école holographique faible, qui considère que la seule information existante est celle qui se trouve à la surface de l'horizon des événements. Et que donc cette information ne fait que donner l'illusion d'une information réelle existante contenue dans le trou noir. Mais Susskind ne s'arrête pas là, même si on est déjà à la limite du sujet. Susskind pense qu'il est également possible que notre univers tout entier, qu'on perçoit en 3 dimensions, ne soit en réalité qu'une projection sur une surface en 2 dimensions, une projection holographique, la 3e dimension étant créée par notre cerveau. Et là encore, avec l'école forte ou faible. En gros, Susskind nous refait les mythes de la caverne, mais à l'échelle de l'univers et de façon littérale. Puisque l'idée de Susskind, c'est de dire qu'il est impossible de contenir plus d'informations dans un volume qu'il n'est possible d'en projeter sur la surface de ce volume, eh ben, il y a des physiciens du Fermilab qui sont mis en quête de chercher avec des gros lasers ultra puissants, je sais pas pourquoi je fais ce geste-là, c'est pas du tout des flingues, enfin, avec des gros lasers super puissants dans une expérience qui s'appelle Holometer, ils cherchent s'il y a une limite à la densité d'informations dans l'espace et le temps. Et pour l'instant, ils cherchent. Et voilà, en gros, ce qu'on peut dire des trous noirs. Et du coup, ce machin-là, on devait expliquer ce machin, non? Ok, alors on va expliquer à quoi ressemble un trou noir. Veritasium a d'ailleurs fait une très belle vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Comme un trou noir dans l'espace, c'est pas visible, on va déjà le faire sur une feuille blanche. Alors déjà, on voit rien au-delà de l'horizon des événements, du coup, on va dessiner cet horizon des événements. Ce qui fait une boule parfaitement noire. Il peut y avoir un disque d'accrétion autour de cette boule noire, ce qui ressemble un peu à un anneau comme sur Saturne. Et cet anneau, qui est hors de l'horizon des événements, peut émettre ou simplement renvoyer de la lumière, visible ou non. Maintenant, il faut prendre en compte le fait qu'un trou noir se comporte comme une énorme lentille gravitationnelle. Du coup, la partie du disque d'accrétion qui est derrière elle, elle émet ou renvoie de la lumière dans toutes les directions, notamment vers le haut et vers le bas. Mais le champ gravitationnel du trou noir est tel que ces rayons sont déviés jusqu'à passer devant. C'est ça qu'on voit dans Interstellar, la partie au-dessus et en dessous. En fait, c'est la partie arrière du trou noir. Si on avait une tache visible qui se déplace le long de ce disque, lorsqu'il passe derrière, on le verrait déformé au-dessus et en dessous. Enfin, si on vire la feuille blanche et qu'on la remplace par l'espace, alors la lentille gravitationnelle continue de fonctionner avec les rayons qui arrivent de plus loin, derrière, des côtés. Et on s'en rend vraiment compte lorsqu'on fait varier l'angle de vue. Là, on voit les déformations optiques. Et puisqu'on ne me voit pas, sachez que j'ai mis optique entre guillemets parce qu'il s'agit de déformations gravitationnelles. Du coup, on peut dire qu'Interstellar, ils ont vu assez juste pour la représentation. Bon, d'un autre côté, ils avaient Kip Thorne comme consultant, donc ça aide. Mais bon, il y a quand même 2 détails. C'est con, mais ça compte. D'une, le film a pas mal communiqué sur le fait que faire le trou noir pour le film a fait avancer la science, et bon, faut pas pousser mémé dans les orties, même si elle demande, elle aime pas ça. Et le deuxième truc, plus technique, c'est que la représentation faite dans le film ne prend pas en compte le décalage vers le rouge ou vers le bleu au niveau du disque d'accrétion. Voilà. Jean-Pierre Luminet, lui, avait déjà fait une représentation similaire et plus réaliste il y a des années déjà. Et ce qui est cool, c'est que la photo qu'on a enfin pu prendre d'un trou noir, le trou noir supermassif M87 étoile au sein de la galaxie M87, eh ben il ressemble exactement à ça. Bon, en plus flou. Mais sinon, on y est. Alors, matez la vidéo de Veritasium, vous allez voir, c'est fou. Surtout quand on sait qu'elle est sortie la veille de la publication de cette photo. Merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Vous pouvez reprendre une activité normale et j'espère moins théorique. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous lâchez un pouce bleu, un commentaire, tout ça. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon qui est très efficace, qui est gratuite et qui est rapide, ça vous prend 2 secondes. C'est de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. C'est hyper efficace, c'est hyper important. Après, si le cœur vous en dit, voilà, vous pouvez aussi toujours aller jeter un œil sur ma page Tipeee. D'ailleurs, j'en profite, il y a plein de créateurs sur Tipeee. Même si vous voulez pas me soutenir moi, mais que vous vous sentez de soutenir quelqu'un, allez faire un peu la liste des créateurs, il y a de quoi faire. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser.